Quelles sont les étapes de l'exclusion des Juifs? On sait très bien que les nazis ont fait de l'antisémitisme un thème clé de leur programme. Ça ne veut pas dire que c'est le thème unique. Ça ne veut pas dire non plus que la majorité des Allemands qui adhèrent au parti nazi avant 1933, donc entre 1930 et fin 1932, ont adhéré par antisémitisme. En réalité, la plupart des adhérents au parti ont adhéré pour d'autres raisons, et en quelque sorte, dans le programme du parti, ils ont trouvé l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas antisémites, ça veut dire seulement que ce n'est pas la cause première de leur adhésion. C'est quand même important à noter. Bon. L'exclusion, c'est très rapidement, en 3 étapes, une mort civique. C'est l'exclusion d'un grand nombre de professions dès 1933, exclusion de la fonction publique, exclusion de la vie culturelle. 2, une mort politique avec les lois de Nuremberg en 1935. Les Juifs ne peuvent plus être citoyens allemands. Même s'ils résident en Allemagne, ils sont considérés comme étrangers. Et 3e étape, c'est la mort économique en 1938, avec l'exclusion de toute vie économique possible, ce qui fait que les Juifs qui restent encore en Allemagne à cette époque-là sont quasiment réduits à la mendicité, c'est-à-dire au secours des œuvres populaires, des œuvres caritatives juives, et surtout qui sont dépendants du Joint américain, qui aide énormément la communauté juive allemande à ce moment-là. Donc, les fonctionnaires sont révoqués, les médecins juifs ne peuvent plus soigner que des patients juifs, les avocats juifs sont radiés du barreau. J'en passe, évidemment, on peut continuer comme ça la liste indéfiniment. Et la politique de vol de la communauté juive s'accélère, commence dès 1933 et s'accélère à partir de 1938. En clair, les Juifs qui doivent déclarer tous leurs biens en 1938 sont progressivement spoliés de tous leurs droits, étape après étape, et au nom des intérêts de l'économie allemande, ils sont taxés régulièrement, d'année en année, au point que la plupart des Juifs tombent dans le paupérisme, tombent dans la paupérisation à partir de 1938-1939. Les propriétaires juifs d'appartements ont été expulsés, sans compensation aucune, en 1938. Les locataires juifs sont dépouillés de tous leurs droits et peuvent être expulsés du jour au lendemain. Les titulaires de permis de conduire doivent rendre le permis. Les propriétaires de voitures doivent vendre leur voiture. À partir de 1939, les résidents juifs d'appartements ou de maisons doivent être regroupés dans des maisons pour juifs. Et sur le plan social, à partir de 1938, tout juif allemand devra porter le prénom obligatoire de Sarah ou d'Israël, Sarah pour les femmes, Israël pour les hommes, intercalé entre son prénom usuel et son nom de famille. Au total, on estime qu'entre 1933 et 1945, l'Allemagne a édicté 2000 décrets anti-juifs. Si vous faites le calcul, c'est presque 1 tous les 2 jours. Bon. Cette mise à l'écart des Juifs, elle suscite évidemment une vague d'émigration considérable. On estime qu'en 1939, 1 Juif sur 2 en Allemagne a quitté le pays. Qui? Essentiellement les jeunes, essentiellement les diplômés, tous ceux qui ont les moyens de partir. Les plus âgés ne peuvent pas partir, soit qu'ils n'en aient pas les moyens, soit qu'ils sont tout simplement fatigués par la vie et qu'ils ne savent pas où aller. Le résultat, c'est que devant cette demande d'émigration considérable qui déferle vers l'Europe occidentale et vers les États-Unis, le président Roosevelt propose au printemps 1938 une conférence internationale pour régler la question des émigrés. Cette conférence qui devait avoir lieu en Suisse, mais la Suisse en a peur, elle a peur de son puissant voisin et donc elle préfère ne pas l'accueillir sur son sol. Du coup, la conférence va traverser le lac Léman, elle aura lieu à Évian en France. En juillet 1938, 32 délégations sont présentes et elle aboutit cette conférence à un échec total, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours de débat, chacun se rejette en quelque sorte le problème, personne ne veut véritablement admettre plus de juifs qu'il n'en admettait jusque-là, les Anglais restent sur les lois des quotas de 1905, les Américains restent sur les lois des quotas de 21-24, et la France, qui est de loin la nation la plus généreuse d'Europe à ce moment-là, même la France commence à fermer ses frontières. Même les Pays-Bas commencent à fermer les leurs également. Le seul pays qui accepte un quota de 100 000 juifs, c'est la République dominicaine. C'est tout. C'était l'exception à la règle. Donc, cette conférence qui dure du 6 au 15 juillet aboutit à un échec. Elle aboutit à la constitution d'un nouveau comité de réflexion sur l'émigration. Le résultat, c'est qu'Hitler en conclut que les Juifs sont abandonnés en Europe, il n'a pas tort, et c'est probablement l'une des raisons de la nuit de cristal qui suit de quelques mois seulement la conférence d'Évian. Comment expliquer le fiasco de la conférence d'Évian? On peut l'expliquer aussi parce que les chefs d'État tiennent compte, 1, de la crise économique, il n'y a pas d'emploi, le chômage est toujours là malgré une reprise dans certains pays, 2, par un climat d'antisémitisme généralisé en Europe et aux États-Unis. Ne pas oublier qu'aux États-Unis, dans les années 38-39,
les sondages sur la communauté juive et en particulier sur l'accueil des réfugiés européens répondaient à la question accueilleriez-vous plus de réfugiés européens, donc en fait en réalité juifs. 87% des Américains répondaient non. Et qu'en pleine guerre en 1944, à la question considérez-vous les Juifs comme une menace pour la nation américaine, plus de la moitié des Américains répondaient oui. On ne peut pas oublier ce contexte-là. Donc la Suisse va fermer ses frontières aux réfugiés. C'est la Suisse qui propose à l'Allemagne d'apposer un J, sur les passeports des citoyens allemands qui demandent à immigrer en Suisse pour distinguer les Juifs des non-Juifs. Et un certain nombre d'histoires tragiques de navires errants qui n'ont jamais pu trouver asile, montre bien que le monde à ce moment-là est véritablement fermé aux Juifs. Et comme le dit le président du Congrès sioniste mondial de l'époque, Chaim Weizmann, désormais, en 1939, le monde se divise en deux. Il y a les pays où les Juifs ne peuvent pas vivre et les pays où les Juifs ne peuvent pas entrer. Bon. C'est dans ce contexte-là que l'un des derniers havres de paix et de sûreté pour les Juifs est la Palestine, et que même la Palestine à son tour, en 1939, est fermée par un troisième livre blanc britannique sur le pays, car les Britanniques, non pas par antisémitisme, mais par souci de ménager leurs alliés arabes, ne veulent pas se mettre à dos un nationalisme arabe qui est violemment antisioniste, et donc interdisent, à terme, l'immigration juive en Eretz Israël en Palestine, c'est-à-dire qu'ils ne permettent un quota que de 75 000 entrées sur 5 ans, soit 15 000 entrées par an. Quand vous savez qu'il y a plusieurs centaines de milliers de demandes de visa qui viennent des juifs allemands, autrichiens et tchèques qui sont déjà passés sous la coupe allemande, eh bien vous voyez que ces chiffres sont dérisoires. La nuit de cristal, elle s'insère dans ce contexte d'abandon général. Quand les nazis pensent que les juifs sont abandonnés, ils ont raison. Cette nuit de cristal est un accident dans l'antisémitisme allemand. Hitler n'a jamais voulu un antisémitisme de pogrom, il a voulu un antisémitisme ordonné, rationalisé, bureaucratique. Cet antisémitisme a un point de départ qui est une étincelle, qui est l'assassinat d'un conseiller d'ambassade à Paris, mais ça n'est pas là l'essentiel. Cette violence antisémite dans toute l'Allemagne a été un pogrom d'État, qui n'a pas du tout été un pogrom spontané, qui a été perpétré par les SS, par les SA, par les troupes auxiliaires, par les troupes encadrantes de la Gestapo évidemment. Donc au premier rang des pogromistes, on ne trouve pas monsieur tout le monde, on ne trouve pas la foule, on trouve réellement les cadres du Parti national-socialiste ouvrier allemand. Le bilan de la nuit de cristal est effroyable, c'est plus d'une centaine de juifs qui sont assassinés sur place, plus de 260 synagogues qui sont pillées, incendiées, des maisons communautaires aussi, des institutions juives, plus de 7500 magasins dévalisés, tout cela dans la nuit du 9 novembre au 10 novembre. Et vous remarquerez encore une fois que c'est le 9 novembre 1938, soit 20 ans après la demande d'armistice aux Alliés. Un grand nombre de Juifs sont internés, plus de 30 000 dans les camps de concentration, ils seront libérés d'ailleurs par petits paquets, beaucoup sont torturés, beaucoup vont mourir des suites de cet internement et de ces tortures. Bref, on est là dans un tournant pour le reste de la communauté juive allemande qui est un véritable traumatisme, qui fait qu'après la nuit de cristal, qui a indigné toute l'Europe, ce qui n'a pas d'ailleurs conduit l'Europe à ouvrir ses frontières, après la nuit de cristal, les derniers hésitants encore en Allemagne sont prêts à partir, seulement le problème, c'est que, ils n'ont pas forcément l'autorisation, mais surtout, ils n'ont pas de visa d'entrée ailleurs. C'est là le plus gros problème, car la politique allemande de 33 à 39 pour les Juifs, ça reste encore une politique d'émigration. Il faut faire partir, et en même temps qu'on fait partir et qu'on se débarrasse des Juifs, on les vole au passage, on les spolie au passage. Donc, la fuite des Juifs allemands est une réalité. Ce sont les plus jeunes qui ont fui, je l'ai dit. Ils fuient vers l'Europe occidentale, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud et vers la Palestine. Bon. Et quand les nazis s'emparent de l'Autriche en 1938, la politique d'expulsion des Juifs d'Autriche, il y en a 190 000, est encore plus rapide et elle est conduite par Adolf Eichmann à Vienne. C'est-à-dire qu'en fait, en Autriche, dès le mois d'avril 38, un centre d'émigration juive est créé et en 6 mois, 45 000 Juifs sont expulsés vers l'Angleterre, vers la France, vers les États-Unis, vers la Palestine, etc. Bon, il va se passer exactement la même chose avec les Juifs des Sudètes, de la Bohême-Moravie, avec le protectorat instauré par l'Allemagne nazie en mars 1939 là-dessus. Un dernier mot, ces mesures antisémites en Allemagne, puis en Autriche, puis prises ensuite dans le protectorat de Bohême-Moravie de Prague par les Allemands, ne peuvent pas non plus se comprendre hors d'un contexte européen qui est violemment antisémite.
L'antisémitisme français, par exemple, connaît une poussée en flèche entre 36 et 39, c'est la période des grands pamphlets de Céline, par exemple, mais il y a beaucoup plus grave, c'est qu'avant la guerre, avant 1939, vous avez plusieurs pays d'Europe qui reviennent sur les lois d'émancipation et qui adoptent des législations raciales. Je pense à la Hongrie en mai 1938, je pense à la Roumanie également, et je pense même à l'Italie, qui n'a pas de tradition antisémite puissante, qui adopte une législation raciale en octobre 1938. Donc l'Europe est effectivement à l'heure de la chasse aux Juifs en 1938-39, bien avant que la guerre commence.